Bonsoir à tous et à tous. Donc, je suis Frédéric Sehara, conservateur régional de l'archéologie à la DRAC Grand Est. Et donc, j'anime une conférence ce soir sur le thème des derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire du Mésolithique. Donc, cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences organisé en partenariat avec le musée de Saint-Dizier, les archives départementales et Archéolona, donc cycle de conférences qui me semble être désormais bien rodé. Donc sans plus attendre, je vais vous faire voyager dans le temps, donc sur une période qui se déroule entre 10 000 et moins de 5 500 avant notre ère, et qui a connu des avancées très significatives en termes de connaissances, en particulier grâce au développement de l'archéologie préventive. Donc mon propos va essentiellement tourner autour des apports de ces opérations d'archéologie préventive. Alors, excusez-moi, il y a déjà un petit panneau. Voilà. Donc, tout d'abord, replaçons le Mésolithique dans son cadre chronologique et climatique. Donc, le Mésolithique est marqué par un fort épisode de réchauffement, donc très très brutal, donc avec une augmentation des températures de plusieurs degrés en un laps de temps très court. Et tout ça va amener une modification très forte des conditions environnementales, donc à la fois végétales, mais également faunistiques. Alors, le Mésolithique est une période qu'on a souvent qualifié comme étant une période de transition entre le Paléolithique supérieur, qui s'achève vers moins de 10 000 avant notre ère, et le Néolithique, donc Néolithique qui concerne les premières installations de paysans, donc sous forme de villages. Et on a souvent mis de côté la recherche sur le Mésolithique, considérant que c'était une période assez peu digne d'intérêt, principalement par la nature de ces vestiges qui, on le verra, sont très très particuliers. Alors, le cadre environnemental, comme je vous l'ai dit, donc, est marqué par un fort réchauffement, donc, qui va amener une modification très significative de l'environnement végétal, avec tout d'abord un développement de forêts de pins, donc au début de la période, couvert végétal qui tente à se développer. Nous allons avoir une phase médiane qui, parallèlement donc, au développement d'arbres assez importants, va surtout donner lieu au développement du noisetier. On verra ce qui est un élément très important pour ces populations de chasseurs-cueilleurs. Et la fin de la période se caractérise par le développement de la chenille qui correspond aux forêts que l'on connaît encore actuellement. Concernant la faune, donc c'est une faune qui est tout à fait comparable à ce que l'on peut encore connaître aujourd'hui, avec dans les espèces dominantes le cerf, le sanglier, le chevreuil et également l'auroch que vous avez en bas à droite de la diapositive. Auroch qui est un taureau sauvage qui a disparu de l'Europe au XVIIe siècle. Toujours dans ce panorama autour du Mésolithique, quelles sont les particularités techniques de cette civilisation, parce que nous avons bien affaire à une civilisation, et on le verra, qui concerne une échelle européenne. Donc cette civilisation a mis en œuvre un équipement technique adapté à ce nouvel environnement donc à couvert végétal assez dense, qui rompt de manière assez forte avec les techniques qui étaient mises en œuvre, par exemple, par les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, qui eux étaient confrontés à un environnement ouvert. Ces populations-là utilisaient le propulseur, et le Mésolithique, lui, est caractérisé par l'utilisation généralisée de l'arc, sachant que l'arc est déjà très largement utilisé à la fin du Paléolithique supérieur. Alors, on en a des preuves évidentes, puisque certains de ces arcs ont été trouvés dans des milieux humides favorables à la conservation, en particulier dans le nord de l'Europe. Vous avez au centre de la diapositive un arc redessiné qui a été trouvé en tourbière. Donc, ce sont des arcs assez courts, 1,60 m, d'une puissance assez moyenne par rapport aux arcs que l'on peut connaître actuellement. Concernant les flèches, ce sont des flèches également très particulières. Donc ces flèches sont bien sûr présentes en bois et sont armées de différentes armatures de petite taille, qu'on verra tout de suite après, armatures que l'on appelle armatures microlithiques du fait de leur petitesse. Et ces armatures sont insérées et collées au niveau des extrémités des hampes en bois, donc pour constituer à la fois pointe et barbelure. Donc là, vous avez un très bel exemple de flèches
qui a conservé ces armatures en place, qui a été trouvée dans une tourbière en Suède. Hein, donc on voit donc ces armatures qui sont encore insérées et collées dans la partie en bois et en dessous l'élément ensuite remonté. Parallèlement à ces techniques particulières de chasse et ces armatures de flèches, le mésolithique également se caractérise par ces techniques de taille. On le verra un peu dans le détail, mais qui visent l'obtention d'éclats très particuliers. Donc, ce sont des éclats allongés de petite taille que l'on appelle des lamelles, hein, donc de forme assez régulière, assez allongée. Et ces lamelles vont servir soit pour un usage direct, hein, donc de diverses manières, soit pour servir de support de fabrication, en particulier des armatures de flèches. Et certaines de ces lamelles sont fracturées selon une technique très particulière, donc que vous pouvez visualiser à droite. Donc technique qui vise en fait à aménager une encoche sur le bord de ces éclats. En fait, on procède à un grignotage de l'éclat allongé, de la lamelle, qui au bout d'un moment va se fracturer naturellement, donc à force de la communauté, on la fragilise. Alors cette technique a un double avantage, c'est qu'elle permet d'une part d'obtenir une cassure biaise qui va être très utile dans la fabrication des armatures, et surtout, elle permet d'obtenir des segments de lamelles déjà de longueur prédéterminée, qui effectivement peuvent être très utiles pour la fabrication des armatures, qui, dans la majorité des cas, sont assez standardisées. Alors ces armatures de flèches, qui sont très emblématiques du mésolithique, se caractérisent par leur petitesse. Hein. Donc le mésolithique est la période en préhistoire où on a fabriqué l'outillage le plus petit. Donc ces armatures de flèches, en fait, ont une particularité au-delà de leur petite taille, c'est leur forme qui s'assimile donc à la géométrie, donc avec des formes triangulaires donc en haut de la diapositive, donc ce qu'on appelle des pointes à base transversale, donc ce sont des petites pointes triangulaires qui vont armer l'extrémité des flèches. Nous avons ensuite des triangles, hein, donc triangle scalène ou isocèle, donc scalène à 3 côtés inégaux et isocèle à 2 côtés égaux. Hein. Tout ça renvoie également à des cadres chronologiques différents, les isocèles étant plutôt dans les phases initiales du mésolithique, des segments de cercle, hein. Et à la fin de la période, nous allons avoir un autre type d'armature également qui rejoint la géométrie, donc sous forme de trapèze. Donc en fait, une typologie de flèche qui est assez facile à assimiler, hein, avec des catégories essentielles qui rejoignent donc les triangles, les segments et les trapèzes. Alors une autre particularité du mésolithique, comme je l'ai dit, est vraiment leur très petite taille, et des fois cette réduction est tellement poussée que l'on arrive à des exemplaires dont les dimensions se situent entre 5 et 7 mm, donc c'est à peu près la tête d'une allumette, hein, pour situer un peu les choses, et ces armatures sont tellement petites qu'on les appelle pygmées. Alors, une difficulté pour nous, archéologues aussi, pour bien appréhender, on va dire, la panoplie de l'équipement des mésolithiques, c'est le biais lié à la conservation des vestiges. Alors, on sait que nos sites, malheureusement, ne présentent pas toujours des conditions de conservation optimales, et dans certains cas, certains gisements qui, eux, ont bénéficié de conditions de conservation exceptionnelles permettent de nous donner un aperçu, effectivement, de toute la gamme de l'équipement des mésolithiques et aussi de leur savoir-faire technique. C'est ainsi, par exemple, sur cette diapositive, que vous avez des éléments de nasse à poisson, hein, évidemment que l'on retrouve très très rarement, hein, de techniques très très élaborées. Vous avez également une pirogue en bois monoxyle, hein, tous ces éléments proviennent de Seine-et-Marne, puisque ça a été trouvé sur un site emblématique à Noyen-sur-Seine, et également un élément de vannerie, hein, donc fragment de panier, extrêmement élaboré au niveau des techniques de vannerie. Donc il faut bien avoir à l'esprit, pour nous archéologues, mais également quand on se projette un petit peu dans ces périodes, que la gamme d'éléments qui nous parviennent, évidemment, est représentative, mais pas représentative de l'ensemble des objets et des techniques mises en œuvre par les mésolithiques. Alors concernant un peu la répartition de ces occupations mésolithiques, donc là je me suis limité au territoire national, donc cette carte qui date un petit peu mais qui reprend un peu les grandes tendances en termes de distribution de sites, montre globalement que le mésolithique est présent sur l'ensemble du territoire. Donc une des particularités aussi, c'est que les conditions environnementales
permettent une occupation de l'ensemble du territoire, y compris dans des secteurs d'altitude, puisque nous avons connaissance de stations mésolithiques sur des sites extrêmement haut perchés. Alors cette carte, évidemment, donne l'impression d'avoir des secteurs de concentration qui rejoignent en partie la réalité des occupations mésolithiques, mais qui est souvent corrélée à l'activité des chercheurs, hein, puisque beaucoup de ces sites sont trouvés par des prospecteurs, hein, donc des amateurs très investis qui vont un peu parcourir les champs pour retrouver des silex, et donc grâce à eux, effectivement, on a une vision de la densité des occupations, mais cette carte, évidemment, est faussée par l'activité des chercheurs. Donc, on peut considérer que dans le mésolithique sont présents partout. Parallèlement donc à cette carte qui montre une densité d'occupation assez forte sur le territoire, vous avez une carte ici qui présente des sites, alors sites de plein air principalement, hein, mais je viendrai également sur l'occupation également qui est le pendant de ces sites de plein air, à savoir les abris sous roche, qui montre que, en fait, par rapport à la densité de sites reconnus, très peu sont donnés à fouille, hein, pour diverses raisons, principalement pour les questions de difficulté de détection de ces sites, hein, donc j'aborderai également cette question, et également parce que ce sont des opérations qui nécessitent également des moyens et des temps de fouille très très conséquents. Donc là, une forme de dichotomie entre une moitié méridionale et une moitié septentrionale, hein, qui s'explique en partie par des conditions de conservation également différentes, mais je reviendrai sur ce sujet. Alors concernant la question des abris sous roche, hein, ou des porches des grottes, donc voilà, ces lieux particuliers ont très rapidement été identifiés comme des secteurs attractifs pour les populations des mésolithiques, mais pas que. Donc ces abris sous roche, hein, ou entrées ou porches de grottes ont donné lieu à des investigations très précocement, qui expliquent que dans certains secteurs, la plupart des abris sous roche ont été fouillés anciennement et donc vidés de leurs vestiges archéologiques. Alors, on a tellement focalisé la recherche sur ces abris sous roche qu'on en a oublié quand même que ces groupes mésolithiques pouvaient également vivre en dehors de ces contextes particuliers, hein. Et donc, l'idée était que les mésolithiques occupaient assez peu les sites de plein air, et lorsqu'ils les occupaient, ils les occupaient en plus de manière très épisodique et sur de petites surfaces. Alors, un des apports de l'archéologie préventive, hein, qui a permis d'appréhender évidemment des surfaces très importantes avec des moyens mécaniques, a été donc de mettre au jour bien sûr des gisements mésolithiques importants, et tout ça évidemment a généré un véritable effet de surprise, hein, et a amené à modifier de manière fondamentale notre perception des formes d'occupation menées par les mésolithiques. Alors, voilà quelques éléments qui résument un petit peu ce que je viens de dire. Donc, un fait marquant qui a été le développement de l'archéologie préventive à partir des années 90, donc qui a été vraiment un catalyseur et qui a permis vraiment de prendre conscience de l'importance de l'occupation mésolithique sur nos territoires. Cette archéologie a donné lieu à une mécanisation importante. Alors, on a vu qu'on avait affaire à des vestiges de très petite taille, hein, donc là, évidemment, ça renvoie à des compétences et des technicités très particulières, hein. En plus, une des difficultés, c'est effectivement la nécessité de fouiller finement sur des grandes surfaces des gisements très importants, ce qui explique aussi que, en fait, peu de gisements de ces configurations-là donnent lieu à fouille, parce que lorsqu'il y a un aménagement derrière, certains aménageurs préfèrent renoncer à leur aménagement, hein, plutôt que d'être confrontés à des opérations très onéreuses. Et donc, ces conditions très particulières de fouille ont conduit à mettre en place des protocoles d'intervention adaptés à ce cadre, hein, et dans une logique de choix. Et grâce à cela, on a pu faire avancer de manière très très importante nos connaissances. Alors, un des effets également de cette archéologie préventive menée sur de grandes surfaces, donc a permis d'identifier un secteur très privilégié pour l'étude de ces populations, ce secteur étant consistant donc dans les fonds de vallée. Alors les fonds de vallée, évidemment, sont des secteurs très attractifs pour différentes raisons, donc présence de l'eau, axes de circulation naturelle, concentration d'espèces animales, des ressources diverses et variées,
mais également des secteurs qui ont été très favorables à la conservation. Donc conservation à condition que les cours d'eau soient plutôt dans une logique de dépôt de sédiments plutôt que dans une logique d'érosion. Et c'est probablement un des éléments qui explique aussi la différence entre moitié nord de la France et moitié sud, où dans la moitié sud, on a plutôt affaire à des cours d'eau à forte activité hydrologique. Alors, les fonds de vallée sont très favorables, mais il existe bien sûr d'autres secteurs favorables à la conservation, comme les plateaux, dans certains cas, ou des structures naturelles piégeantes, donc des structures en creux, comme les dolines, par exemple, qui correspondent en fait à des soutirages karstiques dans les secteurs calcaires, ou par exemple les pieds de versant qui, eux, concentrent les sédiments qui glissent le long de la pente, et qui permettent une accumulation de ces sédiments. Alors, quelques exemples de sites, de ces sites de plein air, donc fouillés dans le cadre d'une archéologie préventive. La région n'est pas en reste, donc quelques éléments emblématiques, et des fouilles récentes également confirment que nous sommes dans un territoire assez favorable à la conservation. Alors, de manière un peu égocentrée, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur le Jura, je vais donc vous présenter quelques sites jurassiens, mais pas que, mais dans la configuration rejoint ce que l'on peut connaître en Alsace, par exemple, où un site dernièrement a été fouillé, ou par exemple dans les Ardennes, à Rémilly-les-Côtés, où également un site mésolithique de plein air a été fouillé ces dernières années. Alors, ces gisements ont pour particularité déjà d'être très extensifs, donc ils peuvent être appréhendés de manière large lorsque les aménagements le permettent. Et là, ici, vous avez un site qui a été vraiment un élément déclencheur et qui a permis une prise de conscience un petit peu de tous les enjeux autour de ces occupations-là. C'est le site de Ruffey-sur-Seille, donc qui a été fouillé en 1994 sur le tracé de l'autoroute A39. Donc ce tracé autoroutier a permis d'avoir une vision très large de ces occupations. Donc 25 000 m² ont été fouillés dans ce contexte-là, qui ont donné lieu à la mise au jour de 18 000 silex, 9 000 restes osseux, et une chronologie d'occupation qui se situe entre 1800 à 5700 avant Jésus-Christ. Une des particularités aussi de ces gisements très attendus, c'est qu'ils ne répondent pas à une seule occupation, mais ils correspondent à la somme de diverses occupations, plus ou moins rapprochées dans le temps. Donc voilà un gisement très particulier et qui a été vraiment très déterminant. Alors, comme on le dit en archéologie, on connaît souvent la loi des séries, et ce même tracé autoroutier a donné lieu à quelques mois après ce premier gros gisement dont il était détecté, donc à la découverte d'un autre site qui se situe cette fois-là dans le secteur de Dole, dans une configuration également de plaine alluviale, puisque là nous sommes à proximité du Doubs, donc vallée très très large qui a permis effectivement le dépôt de sédiments à l'origine de la très bonne conservation des vestiges. Malheureusement, le contexte d'archéologie préventive ne permet pas toujours de mener une détection dans les règles de l'art, et ce gisement a été trouvé à la faveur de la fouille de vestiges plus récents, ce qui a malheureusement contraint à mener une opération éclair, et ne fouiller que très partiellement cette occupation. Alors là, vous avez 1500 m² fouillés sur 5000, donc toujours cette notion de large surface occupée, donc avec quelques indications de quantité de vestiges mis au jour, 6800 silex, 1800 restes osseux, et une chronologie d'application beaucoup plus restreinte, puisque là, nous nous situons à 9300 ans avant notre ère, et nous sommes au tout début de la période mésolithique. Alors, un autre gisement également, fouillé dans le Jura, situé toujours, je dirais de manière récurrente en fond de vallée, qui lui a été fouillé sur 1 hectare, et qui a livré plus de 27 000 silex pour 300 restes osseux. Alors, une des difficultés évidemment de ces gisements de plein air, et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la question de la conservation. Ces sites de plein air sont malheureusement, dans la majorité des cas, assez peu favorables à la conservation des restes osseux. Et à part Ruffey-sur-Seille et Choisey qui a permis une bonne conservation, la plupart des autres gisements n'ont permis qu'une conservation très parcellaire. Donc ça, c'est un élément également à bien avoir à l'esprit dans l'analyse de ces gisements. Alors, quelques illustrations qui montrent les techniques de fouille, qui sont des techniques de fouille extrêmement fines pour ce type d'occupation. La nécessité d'un tamisage des sédiments pour récupérer les éléments les plus petits, mais également des conditions qui nous rappellent qu'on est bien en fond de vallée, donc à l'image
de l'abri en bas à gauche, les pieds dans l'eau, et donc effectivement, certaines périodes d'inondation nous ont amené, nous archéologues, à nous replier, et il devait en être de la même manière pour les occupants mésolithiques. Alors dans ce tour d'horizon de gisement, donc un dernier site en présentation, il y en aurait bien d'autres bien sûr à évoquer, qui est le site de Berry, qui a été lui fouillé dans la Marne, à côté de Reims, et qui a cette particularité de ne pas être en contexte de fond de vallée, mais de se situer donc en pied de versant, hein, qui a favorisé donc l'accumulation des sédiments. Donc on le voit très bien avec l'image où se trouve la plaine mécanique et l'archéologue qui surveille. Hein. Donc toute l'épaisseur de sédiments en fait correspond à des colluvions, donc des sédiments qui ont glissé le long de la pente et qui ont permis la fossilisation d'un gisement de la fin de la période mésolithique, hein, et tourné principalement autour de la taille du silex. Donc qui explique que sur 1500 mètres carrés fouillés, donc 42 000 silex ont été mis au jour, sans reste d'osseux, puisque malheureusement les conditions sédimentaires ne permettaient pas la conservation de ces restes. Donc des configurations de gisements de plein air voilà, qui ont permis de renouveler notre perception des occupations mésolithiques qu'on imaginait très restreintes, hein, et surtout dans une logique, on le verra, de réoccupation et de retour à des intervalles de temps réguliers sur des mêmes lieux. Alors pour revenir un peu plus dans la caractérisation de ces fonds de vallée, donc un des éléments un peu déstabilisants, c'est l'homogénéité des sédiments qui, voilà, on aimerait bien avoir des niveaux bien tranchés et des repères stratigraphiques clairs qui nous aideraient dans la détection. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Là, vous avez ici, par exemple, une petite séquence stratigraphique du site de Choiset, à côté de Dole. On voit une grande homogénéité qui peut être assez déstabilisante dans la détection, avec deux niveaux d'occupation qui ont été reconnus sur ce gisement, séparés d'une cinquantaine de centimètres de sédiments. Alors pour bien comprendre un peu la géométrie des dépôts dans ces fonds de vallée, de comprendre également les modalités d'occupation des mésolithiques, parce que ces fonds de vallée présentaient également des conditions hétérogènes d'occupation, avec des secteurs en eau, des secteurs hors d'eau. Donc il est nécessaire de procéder à des grandes coupes stratigraphiques, hein. Donc là vous en avez un exemple, qui montre dans les parties déprimées, donc surlignées par des traits ferrés, les tracés d'anciens cours d'eau que l'on appelle des paléochenaux. Alors ces paléochenaux sont intéressants dans l'analyse parce que ils nous renseignent un peu sur les régimes hydrologiques qui prévalaient aux différentes périodes mésolithiques. Ils ont également joué par moments des rôles assez déterminants dans l'occupation parce que certains en activité ont été des éléments attractifs dans l'occupation, et d'autres peuvent expliquer l'absence de vestiges puisqu'ils ont eu dans certains moments des actions érosives. Donc l'intérêt d'étudier ces paléochenaux. Là, vous avez donc repositionné les niveaux archéologiques du site de Choiset, hein, et donc j'attire votre attention déjà sur le fait que ces niveaux archéologiques, bien qu'en fond de vallée, sont très peu enfouis, hein, puisque globalement, ils se situent à moins d'1 mètre de profondeur. Donc ils ne sont pas, les vestiges ne sont pas remontés par l'action des labours, mais ils ne sont pas très profonds. Donc ça, c'est une des particularités. Le fait qu'ils aient un ensevelissement moyen peut expliquer aussi des conditions de conservation pas toujours très favorables. Donc là, les éléments lithiques que l'on a projetés point par point qui permettent d'avoir une restitution effectivement de la position exacte des niveaux archéologiques. Alors une autre coupe stratigraphique d'un fond de vallée, hein, donc avec cette grande incision surlignée par les traits blancs qui correspond à un paléochenal, voire même au cours d'eau d'époque mésolithique donc, qui existait au sein de cette plaine. Toujours un autre fond de vallée qui est celui de Ruffey-sur-Seille, hein, donc qui reprend, on voit nettement également ces zones déprimées qui correspondent aux paléochenaux, et la position du niveau mésolithique qui se situe en moyenne à 90 cm de profondeur. Donc on a sur presque 9000 ans dans certains cas des dépôts sédimentaires de moins d'1 mètre. Hein, donc, à un moment donné, effectivement, on a des dépôts suffisants pour assurer la conservation, mais qui génèrent un compactage de la stratigraphie et qui complique également notre analyse de ce type de gisement. Alors, un côté également déroutant, donc l'homogénéité des dépôts, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vous avez un exemple ici assez clair avec
la mention de paléosol qui correspond donc à un horizon où la végétation donc a pris et donc a stabilisé, donc il y a un paléosol qui s'est débloqué à ce moment-là. Donc ça, c'est l'étude fine sédimentaire qui permet de caractériser. Et à la base de ce paléosol, donc l'occupation mésolithique qui se lie uniquement par la présence des vestiges, que l'on reconnaît en plan quasi jamais en coupe. Alors venons-en maintenant un petit peu à ces campements et donc aux activités. Donc l'élément déterminant et le mieux conservé sur ces sites est bien sûr tout ce qui touche autour de l'industrie lithique. Alors les mésolithiques donc ont fait preuve d'un certain opportunisme dans l'approvisionnement et ont souvent exploité tout ce qui était à portée de main. Donc avec des exigences qualitatives parfois assez déroutantes, puisqu'ils se sont tournés vers des matériaux pas toujours d'excellente qualité. Donc ça, c'est une des particularités mésolithiques, c'est effectivement d'exploiter au mieux toutes les ressources à proximité, contrairement par exemple aux populations du paléolithique supérieur, où les exigences en termes de production lithique étaient telles qu'il fallait des matériaux d'une certaine qualité. Donc là, vous avez un petit panel de matériaux spécifiques avec, pour le Jura, donc des silex d'assez mauvaise qualité que l'on qualifie de chai et qui ont été largement utilisés par les mésolithiques. Dans d'autres secteurs, comme ici la vallée de Yonne, donc les mésolithiques se sont tournés vers d'autres types de matériaux, donc des silex secondaires à cortex crayeux, qui présentent des morphologies particulières et adaptées aux objectifs de taille désirés, donc à savoir l'obtention d'éclats allongés, de lamelles. Donc les mésolithiques également sont assez opportunistes, pas tant en termes de qualité de matière première, mais plutôt une sélection tournée autour de la morphologie des blocs, en cherchant des blocs immédiatement adaptés donc, aux contraintes de la taille. Alors d'autres exemples de matériaux, comme ici donc, des matériaux à proximité du site de Léry, à côté de Reims. Donc là, c'est un silex tertiaire de très bonne qualité, mais qui se présente sous la forme de blocs de volume important. Et cette volumétrie des blocs ne répondant pas donc, aux objectifs de taille des mésolithiques, puisqu'ils cherchent plutôt à exploiter des petits volumes, a donné lieu, dans ce cas précis, à des approches particulières en fracturant volontairement ces blocs pour obtenir justement des plus petits modules nettement mieux adaptés. Alors ces matières premières, sur les territoires de Grand Est et plus largement, sont extrêmement variées, et un des éléments pour en préciser à la fois la caractérisation et l'origine, c'est de regarder les éléments traces visibles, qui permettent de caractériser l'origine de ces silex, et l'on voit également quelques exemples là qui montrent la présence de microfossiles qui permettent aux spécialistes, puisque c'est vraiment affaire de spécialistes, de pouvoir déterminer les états géologiques et voire même de préciser la provenance exacte de ces matériaux. Alors grâce à ça, on est en capacité effectivement d'avoir une vision des territoires possibles d'approvisionnement en matières premières. Alors je dis bien possible parce que il faut quand même imaginer à cette époque l'existence malgré tout de réseaux sociaux, donc possibilité de transmission d'éléments, dont certaines matières premières, et peut-être pour les éléments les plus lointains. Alors, au-delà d'un approvisionnement qui tourne essentiellement aux abords immédiats du site, quand il y a de la matière première, nous avons des déplacements sur de très longues distances, qui dépassent régulièrement les 100 km, avec, dans des cas extrêmes comme ici, des origines de près de 170 km. Donc, la question étant évidemment de savoir si les groupes sont allés directement chercher la matière première sur place ou si ce sont des éléments qui ont été transmis de groupe en groupe. Alors cette matière première importée sur le site, puisque les mésolithiques arrivent avec leurs matériaux, une partie de leurs matériaux, donc cet apport de matière première peut se faire sous diverses formes. Donc elle peut se faire sous la forme d'objets, de supports déjà prêts à l'emploi, donc à savoir des lamelles ou dans certains cas des supports qui sont au-delà des dimensions des lamelles, quelquefois des lames.
Donc ce sont des objets qui sont prêts à l'emploi, hein, donc, et qui garantissent effectivement aux mésolithiques, s'ils disposent de peu de matières premières, de pouvoir mettre en œuvre certaines de leurs activités de subsistance. Dans d'autres cas, la matière première est apportée sous la forme de petits blocs, hein, et nous en avons certaines illustrations, alors plus ou moins emblématiques, hein, mais un des exemples les plus particuliers, donc la photo en bas à droite du site de Ruffey-sur-Seille, qui est constituée d'une vingtaine de petits blocs. Là, donc ces blocs, on connaît exactement l'origine, c'est une soixantaine de kilomètres du site, et ces blocs ont tous pour particularité d'avoir fait l'objet d'un test avant leur transport, test qui vise à s'assurer que la matière première est de qualité et répondra donc à la taille mise en œuvre sur le site. Alors une des autres particularités de cet ensemble de blocs, hein, donc, qui a été abandonné sur place, on ne sait pas la raison, est-ce que c'est un abandon, un oubli, ou est-ce que c'est une manière de préparer un éventuel retour sur le site, donc présente un aspect concentré qui laisse imaginer qu'ils étaient probablement dans un contenant. Hein. Nous connaissons par exemple un exemple de réserve de blocs comme ça qui a été retrouvé dans un sac en écorce de boulot en Russie. Hein. Donc il y a évidemment des éléments pour assurer le transport de ces blocs. D'autres exemples de ces blocs également, toujours mis un peu à l'écart des occupations, qui semblent constituer des réserves, hein, donc beaucoup plus modestes, mais voilà, ce sont des blocs prêts à l'emploi et tout à fait adaptés aux contraintes de la taille. Alors, pour poursuivre dans cette question du silex, hein, de la taille, donc, nous allons maintenant aborder un peu la question des techniques mises en œuvre par les mésolithiques, donc techniques qui vont permettre d'exploiter deux petits modules de silex, hein, et avec des fois des réductions très impressionnantes, puisque nous avons des blocs abandonnés en fin d'exploitation qui font par moment 2 cm, pas plus. Alors, comment les mésolithiques taillaient leur bloc de silex? Donc vous avez à gauche ce qu'on appelle des percuteurs. Hein, donc on voit déjà tout de suite que l'on a affaire à des morphologies de percuteurs très différentes, avec en bas donc un percuteur sphérique, hein, donc, qui est assez classique, que l'on connaît sur des périodes que l'on connaît tout au long de la préhistoire, et un percuteur qui associe un galet allongé qui présente des traces de percussion tout autour. Donc ces galets allongés sont également assez régulièrement associés aux occupations mésolithiques. Alors une petite animation qui devrait vous permettre de comprendre un petit peu la différence entre ces deux types de percuteurs que l'on appelle des percuteurs durs. Donc tout d'abord, l'usage d'un percuteur sphérique qui répond à un geste rectiligne, hein, donc le percuteur rentre vraiment dans la matière première, donc ce type de percussion va permettre d'obtenir en principe des éclats irréguliers, hein, et souvent épais. Alors le deuxième type de percuteur, donc percuteur allongé, lui répond à une autre utilisation, c'est-à-dire que là on a une percussion qui se fait en arc de cercle. Donc il n'y a plus vraiment un choc violent au niveau du bloc de silex, mais plutôt un effet à la fois de percussion et d'arrachage, ce qui va permettre cette fois-là d'obtenir des éléments beaucoup plus fins, hein, et qui répond à ce que l'on connaît pour les périodes précédentes, par exemple avec l'utilisation des percuteurs en bois de serre, hein, qui ont également un geste en arc de cercle et qui sont assez tendres pour obtenir des éclats longs et fins. Donc ce type de percussion, hein, permet d'obtenir déjà des lamelles de très très grande régularité. Alors ces techniques-là vont perdurer une grande partie du Mésolithique, hein, jusqu'à peu près 7000 ans avant notre ère. Et à partir de 7000 ans avant notre ère, apparaît une véritable révolution technique, hein, une innovation très très importante, dont on commence à comprendre un peu les mécanismes, hein, avec probablement une origine bassin méditerranéen et qui remonte progressivement. Et cette technique particulière, c'est ce qu'on appelle la percussion indirecte. Alors cette percussion indirecte, en fait, c'est ni plus ni moins que le principe du marteau du burin. Hein. Donc en fait, on utilise une pièce intermédiaire entre le percuteur et le bloc de silex qui va permettre d'avoir un geste, un point de percussion extrêmement précis. Donc, voilà ce que ça peut donner. Hein. Vous avez une illustration également avec la personne figurée en train de tailler. Et surtout, cette technique va permettre d'obtenir des lamelles très très régulières, très fines, hein, et favoriser une exploitation optimale des blocs de silex. Là, vous avez l'exemple d'un bloc
qui abandonnés après exploitation, on voit l'extrême régularité des négatifs des enlèvements. Donc une révolution technique importante, mais qui va s'accompagner également d'une évolution des types d'armatures mises en œuvre, puisque c'est la période où se développent les trapèzes que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors l'activité de taille se matérialise sur les sites par des postes de taille bien délimités, sachant que pour le mésolithique, les postes de taille bien délimités restent quand même assez rares par rapport à d'autres périodes. Donc là, vous avez des exemples d'accumulation de déchets de taille qui illustrent de manière assez explicite l'activité de taille et surtout l'endroit où le tailleur a exercé donc cette activité. Alors, une fois la fouille menée, que l'on a prélevé tous ces éléments-là, que fait-on évidemment de tous ces déchets de taille entre éclats, lamelles et également blocs abandonnés qu'on appelle des nucléus. Donc, un des exercices que l'on conduit, c'est ce qu'on appelle les remontages de blocs de silex. En fait, on reconstitue le puzzle, donc on réassemble les différents éclats produits, avec évidemment des manques, parce qu'on sait, on sait très bien que tous les éclats ne sont pas présents, certains ont été prélevés pour différentes activités, et donc ce travail de remontage est extrêmement déterminant parce qu'au-delà des questions techniques qui nous permet de répondre, il également nous permet de préciser certains modes opératoires parfois complexes qu'on n'aurait pas du tout appréhendés par la technique des remontages. Là, vous avez donc dans cette animation un exemple de remontage qui a été fait, qui associe plus de 130 pièces et qui a pour particularité de livrer en fait 7 petits ensembles de débilitage qui ont été conduits indépendamment à partir d'un bloc conséquent qui a été apporté donc en l'état. Et ce bloc a fait l'objet de fracturation pour obtenir donc ces petits modules. Si on n'avait pas mené cette opération de remontage, on n'aurait pas eu évidemment connaissance de ce schéma très particulier. Une des particularités également de ce remontage, c'est d'avoir évidemment tous les déchets présents, éclats et nucléus donc en fin de course. Par contre, toutes les lamelles, c'est-à-dire les supports intéressants, eux, sont absents. Alors, ce schéma particulier qu'on a pu identifier par le remontage sur les sites également est une donnée importante, puisque par analogie, d'autres remontages faits sur le même site et présentant les mêmes modes opératoires peuvent renvoyer alors soit au même temps d'occupation, soit effectivement plutôt au même groupe avec la même tradition technique. Donc c'est également important de pouvoir bien identifier les schémas techniques mis en œuvre sur certains des gisements. Alors vous avez d'autres exemples de remontage comme ici, donc qui montrent que le débitage mésolithique qu'on considérait comme étant assez opportuniste, assez peu investi techniquement, et répond quand même à certains niveaux techniques, avec ici un bloc de silex qui a fait l'objet d'aménagements particuliers pour faciliter la production de ces lamelles. Donc là, toute la partie évidemment des lamelles est manquante, donc je dirais que c'est de manière assez classique, mais on peut visualiser donc tous les éclats qui ont permis de préparer le bloc en vue de son exploitation pour obtenir ces lamelles. Un autre aspect intéressant également, c'est que au mésolithique, parallèlement donc aux productions de lamelles, nous n'avons pas de nucléus qui ont servi spécialement à la production d'éclats. En fait, il y a une conjonction à la fois de production d'éclats et de lamelles sur les mêmes blocs, et on voit que ces éclats, souvent, ont une destination très particulière, puisque dans le cas présent, donc là c'est une phase de préparation d'un bloc pour obtenir des lamelles. Donc les éclats conservés à la préparation ont, pour une partie d'entre eux, puisque là nous en avons 8, ont permis de fabriquer les grattoirs. Donc là nous avons un ensemble remonté qui permet d'associer 8 grattoirs sur ce même ensemble. D'autres exemples aussi particuliers, là, donc un des nombreux remontages qui ont été pratiqués sur le site de l'ERI, qui montre qu'on a affaire à des dalles de silex importants. Là, ce sont des blocs de plusieurs kilos quand même, donc qui ont été fracturés pour obtenir donc ces différents modules, destinés ensuite à leur propre production de lamelles.
Alors ces questions de remontage sont déterminantes pour plein de raisons, hein, techniques bien sûr, voir un peu quelles sont, si on n'a pas des traditions techniques particulières, mais également auront des implications au niveau de l'analyse spatiale très particulières, et ça on verra un peu plus tard. Alors concernant l'outillage de ces occupations mésolithiques, hein, qui renvoient à diverses activités, donc des choses très classiques, hein, je dirais, donc à savoir les grattoirs qui sont destinés principalement au travail des eaux, donc 40 formes de grattoirs, des fois de très petite taille, hein, donc les grattoirs sont les deux diapositives de gauche, hein, et d'autres éléments, donc en haut à droite figurant donc des burins. Hein, donc des burins, ce sont des éléments qui servent à rémunérer pour extraire des baguettes en os ou des baguettes en bois même. Hein, donc c'est un outil également qui est assez récurrent dans ces traditions de chasseurs-cueilleurs. Et d'autres outils un peu particuliers qui, eux, vont caractériser la fin du Mésolithique sur des supports plus réguliers, hein, qui répondent donc à la technique de percussion indirecte, qui sont des lamelles encochées, denticulées, qui vont servir à diverses activités. Hein, donc travail sur os, travail sur végétal, etc. Cette gamme d'outillage, on va dire, courant, s'accompagne par moments de types d'outils particuliers, hein, donc, qui apparaissent dans nos séries, à l'image par exemple de cet outil particulier qu'on appelle un couteau de Rouffignac. Hein. Donc en fait c'est un couteau qui présente des encoches à la base, donc vous avez différentes hypothèses qui expliquent la présence de ces encoches, soit pour le ligaturer donc, sur un manche, soit simplement pour le suspendre donc autour d'un lien et éventuellement porter autour du cou le cas échéant. On voit la carte de répartition à droite, ce sont des outils qui restent assez rares mais qui apparaissent quand même de manière assez récurrente dans nos séries de l'Est de la France et qui rejoignent un courant culturel particulier, donc que j'évoquerai un peu plus loin, mais je vais en parler déjà à présent, qui est le sauveterrien. Alors au-delà de cet outillage, on va dire courant, le Mésolithique, comme je le dis, qui est caractérisé par la période où on a fait des plus petits outils en silex, donc des armatures, se caractérise également par des objets qu'on appelle macrolithiques. Alors macrolithiques parce qu'ils sont également de modules assez importants. Donc là, vous avez un exemple de ces macrolithes. Hein, ce sont des outils voilà, assez peu investis techniquement, qui présentent une base convexe opposée à une face plane, avec une extrémité plus ou moins biseautée. Enfin, on pense que ces outils sont associés au travail du bois, même si en majorité des cas, malheureusement, ce qu'on retrouve se prête assez peu à une étude fonctionnelle. Donc là, quelques remontages qui ont été faits qui également illustrent la manière dont ces outils macrolithiques ont été fabriqués. Alors à côté de ces outils macrolithiques, nous avons dans le bassin parisien en particulier des outils en grès que l'on appelle des prismatiques, hein, donc qui ont été considérés comme emblématiques d'une culture mais qui maintenant n'est plus d'actualité, qu'on appelle le Montmorencien. Et ces prismatiques soit servaient donc comme outil à excaver, par exemple, à creuser, mais une hypothèse récente montre que ces outils également pouvaient servir à fracturer les lamelles, selon la technique du microburin, du fait de leur côté très abrasif et de l'angle formé entre les bords et une face plane toujours préservée. Alors venons-en maintenant à la partie emblématique de ces mésolithiques, donc leurs armatures de flèches. Donc, elles sont très nombreuses et d'autant plus nombreuses que l'on a vu que une flèche pouvait associer un certain nombre d'armatures, dont la pointe et les barbelures. Donc là, vous avez un certain nombre justement de types d'armatures qui peuvent être donc assez simples, hein, c'est-à-dire que des supports peuvent être simplement appointés par une ligne de retouche qui va biseauter l'extrémité de la lamelle, des éléments plus élaborés comme des triangles isocèles, donc là vous en avez un certain nombre, voilà, vous en avez un certain nombre donc ici, également des pointes à base transversale également qui armaient cette fois-là l'extrémité des flèches. Alors la technique du microburin, lorsque les gisements sont bien conservés, qu'on a pu pousser la pratique de remontage également bien illustrée, puisque vous avez également des microburins qui ont été remontés entre eux, permettant effectivement d'attester
de la finalité de cette technique de fracturation qui permet d'obtenir à la fois une partie aiguë et un segment de lamelle déjà de longueur déterminée. Alors ces armatures, elles vont évoluer au cours des temps mésolithiques, avec dans les phases les plus anciennes donc, ces pointes à base transversale et des triangles isocèles, et petit à petit on va voir apparaître des triangles beaucoup plus élancés, à trois côtés inégaux, qu'on appelle des triangles de Scalène, toujours avec des pointes à base transversale, et l'apparition ponctuelle de petites pointes fusiformes, très particulières, qui renvoient à la culture sauveterrienne. Donc là, quelques exemples de possibilités d'équipement de ces flèches, donc avec une pointe de sauveterre à l'extrémité, par exemple des scalènes qui viennent armer le bord, ici une pointe transversale, et des triangles isocèles qui viennent donc armer et constituer les barbelures de ces flèches. Alors ces armatures, évidemment, elles ont une importance très particulière parce que elles ont des styles différents et on considère qu'elles renvoient effectivement à des ensembles culturels particuliers. Et sur la base de ces armatures et de leur distribution, on est en capacité de proposer des grands groupes culturels, avec dans les éléments les plus emblématiques le sauveterrien qui va caractériser la partie méridionale de la France, avec des remontées qui rejoignent nos régions, puisqu'on voit qu'on a quand même des influences sauveterriennes maintenant qui arrivent au moins jusqu'à dans Martin-Martin, et un autre ensemble qu'on appelle le boronien, qui lui caractérise globalement toute la partie septentrionale du territoire. Alors, la situation au niveau des groupes culturels se complique très très vite, parce que effectivement, comme on travaille sur les armatures, il y a une évolution des types d'armatures très rapide à mesure qu'on avance dans les temps mésolithiques, et tout ça a donné lieu à des groupes culturels. Alors, effectivement, la notion de culturel peut par moments être discutable, qui se densifie et qui complique effectivement la lecture un peu de cette mosaïque culturelle du territoire. Au second mésolithique, donc apparition de la technique de percussion indirecte, donc un autre élément caractéristique, c'est la disparition au niveau des armatures des barbelures, des flèches, et la réduction à une simple pointe qui va armer l'extrémité de la flèche, alors constituée de trapèzes. Donc ça, c'est vraiment un élément très particulier qu'on a encore un peu de mal à comprendre. Pourquoi effectivement on passe, il y a une suppression des barbelures pour arriver à un type unique de pointe beaucoup plus large. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui encore pose question. Donc ces trapèzes également peuvent être effectivement armés en armature pointue comme ici, mais lorsqu'ils ont des formes très symétriques, donc des trapèzes symétriques, peuvent être également armés en armature tranchante. Il faut savoir que ces armatures sont extrêmement efficaces, puisque le bord tranchant a un effet quand même très dommageable sur l'animal, créant des plaies très, très larges et amenant l'animal à saigner énormément. Une des particularités également de l'évolution des armatures en mésolithique, c'est qu'à mesure que l'on va arriver dans la fin de la période, on va voir apparaître des types d'armatures très particulières qu'on appelle des armatures évoluées, comme ici, par exemple, une pointe à bord denticulaire basse concave qui renvoie à un site franc-comtois qui est le site de Brabant, d'où leur appellation de pointe de Brabant. Alors, une des idées est de dire que ces armatures sont créées sous l'influence des armatures néolithiques qui ont des formes triangulaires, mais quand on voit l'évolution, on peut aussi très bien imaginer à un moment donné qu'il y a vraiment une rupture technique et que ces armatures trapézoïdales passent aussi à des formes qui se rapprochent des formes néolithiques sans pour autant qu'il y ait d'influence de la part du néolithique. Alors, un élément déterminant également de l'analyse des sites, c'est la tracéologie. Tracéologie qui est l'étude des traces visibles sur les silex, donc lorsque les conditions de conservation le permettent. Et l'étude des traces montre en fait que ces campements de plein air ont une gamme d'activités très large. On les imaginait souvent tourner autour de la chasse, bien sûr, qui occupe une place importante, mais parallèlement à ça, il y a également des activités très fortes autour du végétal. Donc le végétal occupe une place énorme dans les occupations mésolithiques, donc
évidemment, la conservation ne permet pas de visualiser les objets fabriqués. Et également, dans certains cas, le travail du minéral, puisque le grès est également utilisé dans certains types d'outils. Donc la traciologie également a apporté une vision également nouvelle, un peu des activités pratiquées, également de la nature et de la vocation des occupations. Alors le grès justement donc est utilisé par les mésolithiques, donc sous diverses formes. On a des plaquettes lissées dont on ne sait pas toujours dire à quoi elles servaient, mais nous avons également des polissoirs à rainures, et on imagine aisément que ces rainures servaient à régulariser soit des pointes en os, soit par exemple des fûts en bois des flèches. Voilà. Donc ce sont des objets assez récurrents pour le mésolithique, objets qu'on va retrouver par ailleurs au néolithique également. Alors la chasse, elle est illustrée sur ces campements de plein air, mais de manière très, très disparate. Et donc, un des animaux emblématiques, mais qui a disparu, est le roc. Et certains de ces sites de plein air montrent, dans certains cas, une forme de spécialisation autour de chasses particulières, dont celle de l'Europe. Le site de Ruffey-sur-Seille, au moins au niveau de son occupation la plus récente, a montré que le roc était intensément chassé. Donc là, on a plusieurs restes anatomiques de ces aurochs, des éléments de colonne vertébrale en connexion, des cheveux osseuses de bucrane, comme ici, donc en cours de dégagement, des éléments en connexion articulaire également fracturés. Enfin, on a affaire à un site d'abattage, puisque on imagine assez mal que ces animaux étaient transportés sur de longues distances, et également de traitement des carcasses sur place. Le sanglier également occupe une part très importante. Voilà, c'est un animal qui est bien représenté à l'époque mésolithique. Le cerf également, donc occupe une place importante. Donc quelques restes sur les gisements de plein air. On a beaucoup plus d'éléments mieux conservés en abri sous roche, par exemple. Donc le cerf était également intensément chassé. Dans le spectre, on retrouve des fois des espèces un petit peu anecdotiques, comme ici le loup, donc l'anime de loup. Alors est-ce que le loup a été chassé ou pas? Donc là, évidemment, c'est une vision très parcellaire des animaux chassés, parce que les mésolithiques ont exploité tout ce qu'ils pouvaient exploiter. Donc il y a le chevreuil également qui était abondamment chassé, mais également dans les sites de hauteur, le bouquetin, le chamois, etc. Donc qui est également chassé par les mésolithiques. Côté de la chasse, également la pêche qui occupait une place importante, même si les indices archéologiques sont extrêmement ténus, voire même absents sur la plupart des gisements. Alors, le traitement des carcasses, c'est-à-dire l'endroit où on a battu, où on aura dépecé et prélevé la viande, on sait que c'est une étape importante, mais qui laisse peu de traces archéologiques parce qu'on a affaire à des instantanés, des occupations très limitées dans le temps. On va retrouver en principe sur ces sites de traitement de carcasses quelques restes osseux et un outillage lithique essentiel, plutôt des éclats ou des lamelles. Alors sur ces gisements de plein air, mais pas que, on va trouver également de manière assez abondante une matière particulière qui est l'ocre. Donc l'ocre, voilà, que l'on sait utiliser pour des questions esthétiques, mais également qui manifestement joue un rôle dans le traitement des peaux, puisqu'il est à la fois des actions cicatives, mais également c'est un antiseptique, et donc c'est un produit qui est vraiment très intéressant pour le tannage des peaux. Donc on le retrouve de manière assez importante sur ces sites. Là vous avez en plan les éléments projetés et quelques éléments d'ocre qui sont en fait de l'hématite. Donc c'est de l'oxyde de fer, c'est pas l'ocre comme on peut le connaître dans le Vaucluse. C'est un oxyde de fer donc, qui est très adapté justement donc à la production de colorants, mais également pour le traitement des peaux. Ces gisements livrent aussi une industrie osseuse, puisque les animaux sont exploités de manière intégrale, donc avec ici une petite panoplie de cet outillage osseux. Nous avons des pointes en os, mais également l'utilisation de défenses de sanglier, de canines de sanglier qui servent pour rainurer, mais également pour racler, donc assez naturellement et sans modification, puisque ce sont déjà des éléments très acérés. Et également, dans certains cas, des biseaux en bois de serre, c'est-à-dire avec une partie perforante centrale qui permet d'emmancher. Donc, une panoplie d'équipements en os également assez importante. La cueillette sur ces gisements est également
bien représentée, mais elle ne l'est que par certains éléments, et en l'occurrence les coquilles noisettes. Là, vous avez sur un des gisements fouillés, donc au sein d'un foyer, donc une concentration de coquilles noisettes brûlées, donc qui atteste effectivement de cette consommation intensive des noisettes. Alors, peut-être transformées sous forme de galettes, on ne sait pas dire, et à minima consommées directement, et sachant que c'est un apport calorique très très intéressant. Ces noisettes également sont très intéressantes pour nous archéologues parce que ce sont des supports, des matériaux de datation de très très grande qualité. Donc la plupart des dates, lorsque l'on n'a pas les ossements, sont réalisées sur coquilles noisettes. Comme tout chasseur-cueilleur, je dirais qu'il se respecte, il y a effectivement aussi une certaine attention à la manière de se présenter. Donc, et également, donc, on connaît sur ces gisements des éléments de parure qui sont constitués pour l'essentiel de coquillages fossiles. Certes, on connaît également des craches de cervidés qui sont en fait des canines atrophiées de cerfs, donc qui sont également des éléments régulièrement utilisés comme parure. Une autre question qui se pose à nous sur ces gisements, c'est la question de l'art. Alors l'art est extrêmement bien connu et bien représenté pour les populations du Paléolithique supérieur. Il tend à disparaître, enfin à se restreindre plutôt à la fin du Paléolithique supérieur, et au Mésolithique, il est quasiment inexistant. Donc ça pose vraiment la question de l'expression artistique de ces groupes de chasseurs-cueilleurs mésolithiques, avec ici un rare exemple, puisque c'est un ossuron de roc, qui présente une série d'incisions dont la régularité, l'organisation, laisse penser quand même une représentation esthétique, alors qu'on peut interpréter de diverses manières, mais qui renvoie un petit peu à ce qu'on connaît précédemment au cours de l'Asilien, avec ces galets incisés qui également présentent des registres de traits bien organisés. Alors, de là à dire que l'art est réduit à sa portion congrue au Mésolithique, non. Il est probable que l'expression artistique se faisait également sur des supports qui ne sont pas parvenus. On peut imaginer le bois, et d'ailleurs on connaît dans les pays nordiques où le bois est conservé des éléments décorés au Mésolithique. L'usage des peaux également, qui peut être également des supports d'expression artistique. Donc je pense qu'on a une vision quand même extrêmement limitée des représentations artistiques au Mésolithique. Le monde des morts également, très particulier pour cette période-là. Donc là, vous avez une cartographie qui demanderait d'être un peu actualisée malgré tout, mais qui fait état à peu près des sépultures découvertes au Mésolithique. Elles sont en très faible nombre. Donc là, évidemment, ça renvoie aussi aux conditions de conservation. Et une des particularités de ces sépultures mésolithiques, c'est la manière dont les corps sont inhumés. Ils sont souvent inhumés dans des positions extrêmement contraintes, en position assise, dans certains cas, rarement regroupés au-delà de 2-3 individus, hormis pour la fin de la période mésolithique, où là on connaît de véritables nécropoles comme à Eudic et Péguec, par exemple, en Bretagne. Et une autre particularité. Voilà, donc un autre exemple d'inhumation. Donc les os ne sont pas très bien conservés, mais une pratique funéraire, effectivement, avec un recouvrement par une dalle, mais surtout des éléments déposés très particuliers, puisque là, nous avons un coquillage un collier fait de coquillages percés qui a été retrouvé. Et l'autre élément également très particulier du Mésolithique, c'est le recours à l'incinération. C'est la période en préhistoire où, effectivement, l'usage de la crémation est reconnu de manière aussi ancienne. Donc, alors les crémations, ce ne sont pas les crémations qui vont être pratiquées postérieurement par les populations, par exemple, de l'âge du bronze. Ce sont plutôt des crémations qui visent à décharner les corps et ensuite à prélever certains éléments de parties anatomiques. Donc un des sites fouillés, celui de Refait-sur-Seille, a permis de mettre au jour une de ces incinérations. Donc à proximité immédiate d'un petit campement, donc en marge, et donc cette incinération, vous l'avez ici sur le plan, ensuite en photo. Donc il constituait d'os noircis par l'action du feu, qui ont permis de décharner les ossements
Et ce petit groupement d'ossements constitué essentiellement d'éléments crâniens, d'ossements des bras et des jambes. Donc la partie thoracique, etc., n'est pas représentée. Alors, une particularité de cet ensemble, c'est qu'il est contraint, donc il laisse penser soit à un creusement qui a permis de contenir les ossements, soit à un contenant en matériau périssable. Et vous avez, comme illustre le dessin en haut, une boulette d'ocre qui est déposée sur l'ensemble, hein, donc l'ocre étant souvent associé donc, au contexte funéraire. L'ocre, le sang, la vie, etc. Un autre exemple d'incinération qui a été trouvé dans la vallée de l'Aisne, hein, donc malheureusement partiellement reconnue, puisque nous avons une limite très nette qui est une limite liée à la détection. Et donc cette incinération, elle associe 2 ou 3 individus, contient des armatures de flèches, un outillage osseux bien représenté, et se situe à l'extrême fin de la période mésolithique. Donc, au niveau des pratiques funéraires, des éléments très, très particuliers, entre inhumation, petits regroupements, mais plutôt des sépultures isolées, des incinérations, et également sur ces sites des éléments osseux isolés, hein, voilà, qui ne renvoient pas du cannibalisme, hein, qui peuvent être peut-être des éléments conservés sous forme de reliques, hein, et qu'on trouve de temps en temps sur ces gisements plein air, et plus fréquemment dans les sites d'abri. Alors l'organisation de ces campements est très, très sommaire, hein, puisque nous avons affaire à des occupations de très courte durée. Hein, ce sont des populations nomades extrêmement itinérantes, donc ce nomadisme étant dicté par un épuisement assez rapide des ressources, puisque l'action de chasse aux abords immédiats du campement, puis de plus en plus loin, donc à un moment donné, amène ces populations donc à se déplacer régulièrement. Donc la structuration spatiale, effectivement, évoque cette mobilité importante des mésolithiques. Alors ces campements sont structurés autour de rares structures qu'on appelle évidentes, c'est-à-dire dont on a une lecture, une perception immédiate, souvent des foyers aménagés ou pas. Hein, donc là vous avez quelques exemples de ces foyers, hein, donc comme ici avec l'aménagement de galères, un autre limoine, plus petit vide-courant. Et là, celui-ci ne se lie uniquement que par la rudéfaction du sédiment, la présence de charbon de bois, mais également de restes osseux brûlés ou également de fragments de branches également brûlés. Donc les foyers sont extrêmement nombreux sur ces sites. Hein. La difficulté pour nous archéologues, c'est leur identification parce qu'ils sont rarement aménagés, ce sont des foyers à même le sol. Et lorsque le sédiment n'enregistre pas l'action du feu, à savoir la rudéfaction, il est quasi impossible pour nous, archéologues, de les identifier. Alors certains de ces foyers donc apportent de bonnes surprises et montrent aussi la qualité de conservation de ces gisements de plein air. Là, vous avez un foyer de Ruffey-sur-Seille qui est caractérisé par des éléments blancs qui sont les eaux brûlées, quelques petites traces de rudéfaction du sédiment, mais que la photo ne permet pas de voir. Et j'attire votre attention sur ce petit rectangle. Là, on a 4 éléments inscrits dans ce rectangle, qui sont en fait 3 éléments, 3 triangles isocèles, hein, qui constituent les barbelures d'une flèche, et un autre élément d'un type différent. Et nous avons probablement l'emplacement d'une flèche qui a été, pour diverses raisons, abandonnée dans le foyer, qui a brûlé dans le foyer, la partie en bois ayant disparu, et les armatures, elles, en silex, toutes brûlées, hein, ont conservé leur position initiale. Donc, nous avons également de très bonnes résolutions apportées par ces sites du fait de leur bonne conservation. Alors d'autres structures un peu plus énigmatiques, alors qu'on pourrait assimiler d'emblée à des foyers, mais les pierres que l'on voit ici ne sont pas chauffées. Hein, donc on imagine que les pierres qui alimentaient les foyers étaient mises dans les foyers pour restituer la chaleur, alors soit de diverses manières, mais peut-être pour chauffer les liquides, hein, éventuellement. Et on imagine que ces concentrations de blocs étaient constituées des réserves pour alimenter les foyers. Alors les campements, alors une notion également très importante pour nous, quand on dit campement, c'est la notion de séjour associé. On considère des fois que le campement c'est le site, non, le campement c'est le séjour. Donc en fait, un temps d'occupation peut se matérialiser sur un site par une simple concentration de vestiges, hein, qui a toujours cette configuration de disposer d'un foyer
autour duquel vont se dérouler les activités. Alors, ce campement peut être constitué par une concentration de vestiges, mais il peut être également constitué par la conjonction de plusieurs concentrations autour de foyers. Et ça, c'est une donnée très intéressante parce que ça renvoie également à la question de la composition sociale des groupes. Hein, parce qu'un petit campement, comme on l'a vu précédemment, on peut imaginer un petit groupe isolé de chasseurs ou une famille, mais là, nous avons affaire à une configuration déjà un peu plus importante. Hein, en termes d'individus, peut-être une trentaine d'individus que précédemment, on peut situer peut-être entre 5 et 10 grand maximum. Donc ces données sont également très très importantes. La difficulté étant pour nous d'assurer la contemporanéité stricte entre ces secteurs d'occupation. Et des éléments déterminants pour cela, c'est la pratique des remontages de silex, puisque effectivement on fait des remontages au sein des concentrations de vestiges, mais on peut associer par ces techniques de remontage différentes concentrations, permettant de considérer raisonnablement que ces éléments-là sont issus d'une seule et même occupation. Donc là, une vision des campements, évidemment, un peu plus complexe que ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore quelques temps. Alors ces gisements également, qui sont définis par des emprises d'aménagement, en fait, donnent un aperçu extrêmement restreint de la réalité des occupations des fonds de vallée. Puisque vous voyez sur ce plan, hein, donc les limites de fouilles, avec des vestiges en bordure, également des vestiges de l'autre côté. Hein. Et donc il faut imaginer en fait que ces fonds de vallée, durant les temps mésolithiques, ont été intensément occupés et que si on décapait tous ces fonds de vallée, on pourrait avoir des occupations mésolithiques partout. Donc ça c'est aussi une des difficultés, parce que ce sont des lieux qui ont été intensément occupés et réoccupés. Et dans certains cas, nous avons la chance que ces différentes phases d'occupation se sont évitées. Hein, donc il y a une exclusion spatiale qui permet effectivement d'éviter des mélanges d'occupation. Donc ça, c'est plutôt le cas idéal, comme on l'a eu à Ruffec-sur-Seille, donc ce qui permet de pouvoir conduire des études extrêmement poussées. Alors, cette exclusion spatiale, elle s'explique probablement par les conditions environnementales, l'évolution de la végétation, l'évolution de l'activité des paléochenaux que l'on voit ici. Donc, des schémas très particuliers, comme on a pu le voir à Ruffec-sur-Seille. En revanche, dans d'autres cas, hein, comme celui-ci qui est à notre site, nous avons constaté une surimposition des occupations sur des temps parfois longs. Alors évidemment, ce qui pose la question des raisons pour lesquelles les mésolithiques reviennent de manière récurrente, vraiment, non pas même dans le même fond de vallée, mais spécifiquement sur des lieux extrêmement bien délimités. Une des explications étant, dans le cas présent, la proximité de ce chenal qui était probablement actif une bonne partie du mésolithique. Donc les mésolithiques, évidemment, cherchaient à s'installer au plus près des points d'eau, et ce qui peut expliquer effectivement ce retour sur les mêmes lieux et la surimposition d'occupation. Puis je rappelle, avec des vitesses de dépôt de sédiments extrêmement faibles, donc au final on arrive à des occupations qui viennent se mélanger et qui en compliquent l'occupation, qui en compliquent l'analyse. Donc là, pareil, hein, on voit que sur toute l'emprise décapée d'un hectare, on a des vestiges partout, de part et d'autre. Donc là, il faut imaginer que si on avait décapé de manière très large de part et d'autre de ce ruban-là, on aurait du mésolithique un petit peu partout. Une question également qui se pose autour de ces gisements, c'est voilà comment on comprend des activités, mais effectivement, ces occupations de plein air, elles impliquent également de se protéger à minima, et quelles pouvaient être justement les modalités d'abri de ces mésolithiques. Donc il faut savoir qu'on a pas d'indice, hein, pas de traces archéologiques de piquets, par exemple, ou d'aménagements particuliers qui renverraient donc à des abris particuliers. Peut-être qu'ils étaient dans un milieu de fond de vallée un peu ouvert, mais il y avait quand même des éléments un peu plus consistants. Donc on peut imaginer également des pots tendus entre des arbres qui permettaient d'avoir une protection à minima. Donc pas de traces au sol, bien évidemment. Des structures extrêmement légères qui laissent pas de traces, bien évidemment. Et un seul cas permet d'envisager un petit peu les modalités d'abri de ces mésolithiques, qui est le cas de Choisey, hein, donc un site extrêmement bien conservé avec une bonne structuration de l'espace occupé. Donc avec un espace central qui est assez récurrent, donc qui associe un foyer
un foyer et une structure dont on n'a pas su interpréter la fonction, le foyer n'étant pas cet élément-là, mais se trouve en partie avant. Donc la structure un peu énigmatique, qui consiste à un aménagement de surface, peut-être pour protéger des éléments qu'on souhaitait y déposer, question. Un foyer non aménagé qui ne se lie pas par la rébéfaction des sédiments, mais par la concentration des skidotes brûlés et de silex chauffé. Des zones de taille, donc sous la forme de petits amas un peu étalés qui renvoient à l'activité de taille. Nous avons également ici, donc à l'autre extrémité, une zone de rejet de faune et dans un secteur très particulier, donc un petit foyer très petit avec une bordure de dallettes calcaire qui a pour particularité de s'inscrire dans une zone relativement vide. Et si, en extrapolant un peu, mais c'est des choses qui ont été très bien observées sur des campements magdaléniens, la présence d'une limite, que pourrait constituer par exemple des pots sur un abri, peuvent effectivement limiter l'intrusion de certains éléments et créer un effet de paroi, ce qu'on appelle un effet de paroi. Donc ici, on a quand même quelques éléments qui tendent à définir un effet de paroi et on pourrait imaginer que nous avons affaire à une structure d'abri très légère, probablement très légère, peut-être de cette nature, donc des branches avec des pots, donc laissant peu de traces au sol. Donc là, c'est une vraie question, effectivement, la question de ces structures d'abri mises en œuvre par les mésolithiques. Alors pour en venir un petit peu au modèle de fréquentation de ces fonds de vallée, mais des relations également avec les autres éléments topographiques. Donc les fonds de vallée sont intensément occupés, donc sur l'ensemble de la période mésolithique, avec des occupations plus ou moins passées dans le temps, qui vont être faites par des groupes culturellement distincts parce que nous sommes dans des périodes où les territoires également sont extrêmement mouvants. Donc un brassage très très important autour des fonds de vallée, qui ne peuvent être occupés décemment qu'à des périodes favorables, c'est-à-dire globalement on peut considérer que d'avril à octobre, on peut occuper les fonds de vallée sans difficulté. Au-delà, évidemment, on est en conditions hivernales, il y a les crues, etc., qui peuvent être un souci. Donc on peut imaginer également que les mésolithiques, à d'autres périodes de l'année, viennent se réfugier dans des zones plus abritées, comme les abris sous roche, par exemple, ou les zones de plateau, qui constituent effectivement donc, des secteurs complémentaires à ces occupations de fonds de vallée. Donc c'est une mobilité très importante qui caractérise ces mésolithiques, dans une logique de campement très peu hiérarchisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de camp de base à partir desquels on va mener des expéditions de chasse. On a l'impression que à chaque fois on reproduit le même modèle d'occupation. Donc c'est vraiment une période très particulière qui est basée sur la mobilité des groupes humains. Donc j'espère assez rapidement avoir pu dresser un panorama de cette période très emblématique et qui a encore beaucoup à nous apprendre. Des recherches en cours donc, qui contribuent en archéologie préventive. Moi, à titre personnel, j'ai repris une fouille programmée dans le Jura qui vise à répondre à des questions particulières et qui également est destiné à assurer la formation d'étudiants, futurs archéologues professionnels, puisque, vous l'avez compris, on est quand même dans un contexte d'occupation très particulier qui se caractérise par de petits éléments et qui renvoie à une véritable difficulté de détection de ces occupations. Il y a également possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions via Facebook. Donc je pense que les éléments vous seront communiqués et je reste bien sûr à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. Merci beaucoup et très bonne soirée.